Bonjour à tous et bienvenue sur Les Nouveaux Chemins. Dans ce duel, tu as le choix des armes. Battu, je me rends corps et âme. Je t'aime pour le corps et l'esprit. Les câlins, la philosophie. Que la physique est la science d'un genre d'être déterminé, de cette sorte de substance qui possède en elle le principe de son mouvement et de son repos, elle n'est évidemment ni une science pratique ni une science poétique. La physique sera une science théorétique toutefois de cette sorte d'être qui est susceptible de mouvement, et théorétique de la substance, et le plus souvent de la substance formelle mais non séparée de la matière. C'est pourquoi il appartient aux physiciens de spéculer sur cette sorte d'âme qui n'existe pas indépendamment de la matière. Et l'équipe des Nouveaux Chemins spécule elle aussi sur cette sorte d'âme dont parle Aristote. Marianne Chassor, Antoine Ravon, Colomba Grossi, Lucie Tardy, David Pargamin, sans oublier bien sûr Adèle Van Rett, Vincent Schmitt à la lecture des textes, Mydia Portis-Guérin à la réalisation et Élise Le à la prise de son aujourd'hui. De Platon à Averroès, nous avons oublié Aristote. Aristote et sa conception de l'âme radicalement différente de celle des dialogues socratiques. Aristote et sa conception de l'âme sans qui Averroès n'aurait rien eu à commenter. Aristote donc, à qui il appartient ici, en bon physicien, de spéculer sur cette sorte d'âme qui n'existe pas sans la matière, sur cette sorte d'âme, substance formelle, susceptible de mouvement. Véritable défi, car comme il le dit en ouverture de son traité sur l'âme, de quelque façon qu'on s'y prenne, il est de toute manière extrêmement malaisé d'atteindre une quelconque position convaincante. Alors pourquoi se lancer dans une telle enquête sur l'âme ? Parce qu'elle serait au premier rang du savoir, ou pour atteindre une vérité concernant la nature ? Substance, forme, mouvement, autant de termes dans la bouche d'Aristote pour faire de l'âme le propre de tous les êtres vivants. Après donc Platon et Averroès et avant Goethe demain, j'ai le grand plaisir d'accueillir Jean-Louis Labarrière, directeur de recherche sur la pensée ancienne au CNRS Paris 4, rattaché à l'équipe du Centre Léon Robin, auteur de Langage, vie politique et mouvement des animaux, études aristotéliciennes, ainsi que de La condition animale, études sur Aristote et les stoïciens, pour plonger aujourd'hui dans le traité de l'âme d'Aristote. Bonjour et bienvenue à vous, Jean-Louis Labarrière. Bonjour et merci de votre invitation. Nous exprimons bien un genre particulier de réalité en parlant de substance. Mais celle-ci s'entend soit comme matière, soit comme aspect ou forme, soit troisièmement comme le composé des deux. Or, les substances, dans l'opinion, ce sont surtout les corps, et parmi eux les corps naturels, car ils sont principes des autres. Mais parmi les corps naturels, les uns ont la vie, cependant que les autres ne l'ont pas. Et par vie, nous voulons dire la propriété de par soi-même se nourrir, croître et dépérir. Si bien que tout corps naturel, ayant la vie en partage, peut être substance. Une substance, cependant, comme on l'a dit, composée. Mais puisque c'est précisément un corps qui a cette propriété, c'est-à-dire possède la vie, le corps ne saurait être l'âme. Le corps, en effet, ne se range pas dans les réalités qui se disent d'un sujet, mais se présente plutôt comme sujet ou matière. Il faut donc nécessairement que l'âme soit substance comme forme d'un corps naturel qui a potentiellement la vie. Or, cette substance est réalisation. Donc, elle est la réalisation d'un tel corps,
Mais cette dernière s'entend de deux façons, tantôt comme la science, tantôt comme l'acte de spéculer. Par conséquent, c'est évidemment comme la science. En effet, la présence de l'âme implique sommeil et éveil. Or, il y a correspondance entre l'éveil et l'acte de spéculer d'un côté, et de l'autre le sommeil et le fait d'avoir cette disposition sans l'exercer. En conséquence, l'âme est la réalisation première d'un corps naturel qui a potentiellement la vie. Jean-Louis Labarrière, on vient d'entendre, interprété par le comédien Vincent Schmitt, le chapitre 1 du livre 2 du traité de l'âme d'Aristote. Alors c'est un texte dense dont on va déplier les différents enjeux, mais pour commencer, est-ce que vous pourriez expliquer ce qu'entend Aristote par le terme de substance qu'il affirme dès la première phrase? Nous exprimons bien un genre particulier de réalité en parlant de substance. Bien, la substance en grec, c'est le mot ousia. Et tout cela est allié à ce qu'on appelle à ce qu'on traduit en français le verbe être. Donc la substance, c'est d'abord quelque chose qui est, une entité qui existe. Et l'une des phrases qu'aime bien dire Aristote, on le trouve aussi dans la physique, c'est qu'en réalité la substance, et ça va être important pour ce qui suit, la substance, dit Aristote, est plus forme que matière. D'où cette fameuse doctrine des formes substantielles qui fera tant ricaner même Descartes plus tard. Parce qu'il n'y comprend rien du tout, il ne veut pas en entendre parler. Mais en fin de compte, ce qui compte pour Aristote, c'est cette notion de, on va dire, substance sensible. Autrement dit, les êtres vivants eux-mêmes. Les plantes, les animaux, les êtres humains. C'est ce qu'il entend par corps naturel Oui, c'est ça. Les corps naturels, ce sont les plantes, je le répète, les animaux et les êtres humains. Ça, c'est ce qu'on appelle les substances naturelles, on peut dire. Il faut encore ajouter que pour vivant et par vivant, il y en a d'autres dans le monde supralunaire, à savoir les astres, qui sont des vivants immortels. D'ailleurs, le traducteur là du traité de l'âme qu'on vient d'entendre, Richard Bodéus, a écrit un livre qui s'appelle Aristote et la théologie des vivants immortels. Ça veut dire que même les astres ont une âme. Exactement. Les astres ont une âme. Et Dieu est âme pure. Dieu, c'est la pensée de la pensée. On aura peut-être l'occasion d'y revenir tout à l'heure à propos de passages très compliqués dans le traité de l'âme. Mais il y a donc des vivants dans le monde supralunaire. Et Dieu n'a pas de corps. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Alors qu'est-ce qu'il faut entendre du coup par vie finalement? Parce que qu'est-ce qu'un être vivant? Vivant. Alors, je vais me borner au monde sublunaire. Autrement dit, le nôtre. Ce qu'on appellera plus tard vulgairement le monde d'ici-bas. Un être vivant, c'est ça qui est compliqué, à la fois drôle et compliqué. Un être vivant, c'est un être qui a une âme. Autrement dit, l'âme, c'est la vie. Aristote distingue, là dans le texte qui vient d'être lu et dans d'autres textes, Aristote distingue très clairement les êtres qu'on appelle apsuka en grec, sans âme, des êtres qui sont psyka en grec, avec âme. Ou si vous préférez, des êtres inanimés et des êtres animés. D'où le célèbre poème de Lamartine, objet inanimé, avez-vous donc une âme? Il n'y en a pas, précisément. Par définition, l'âme, c'est la vie. Donc un corps naturel animé, c'est un corps vivant. Que ce soit une plante, un animal ou un homme. Mais Aristote, dans le texte, dit c'est un corps qui a cette propriété, c'est-à-dire qui possède la vie. Comment on peut rapporter la vie à l'âme alors que dans le texte, il est affirmé que c'est le corps qui possède la vie? Oui, le corps possède la vie, mais si vous regardez la fin du texte qui vient d'être lu, c'est la phrase qui est assez amusante, parce que ça a fait beaucoup rire. L'âme est la réalisation première d'un corps naturel qui a potentiellement la vie. C'est le potentiellement qui compte. En ce sens que le corps ne se conçoit que comme vivant, comme pouvant recevoir la vie. Un corps sans vie, c'est pas un corps vivant. Donc comme pouvant recevoir une âme. Voilà. C'est l'âme
qui, si l'on peut dire, anime le corps. Et l'âme est l'âme de ce corps-ci. Enfin, je veux dire, du corps d'une plante, du corps d'un animal, du corps d'un homme. Ce qui va contre une tradition dualiste, âme-corps. Oui, tout à fait. Dans le jargon, on a une expression qu'on appelle eulémorphisme. C'est un terme qui a été forgé à la fin du XIXe siècle pour désigner, excusez-moi, l'union de l'âme et du corps selon Aristote. Autrement dit, la doctrine qu'on appelle eulémorphique renvoie au fait qu'il n'y a pas d'âme sans corps, ni de corps sans âme. Un corps sans âme, c'est un cadavre. Ou comme dirait Aristote, une main de plâtre n'est pas une main. Hein? Et il le redit même après si vous voulez, c'est un œil qui ne voit pas n'est pas un œil. Une hache qui ne sait pas trancher n'est pas une hache. C'est les exemples même d'Aristote. Hein. Autrement dit, même si le terme peut être un peu ambigu, l'âme, c'est un peu la fonction vitale par excellence. De ce point de vue, pour nous autres modernes, le traité qu'on appelle de l'âme d'Aristote, parce qu'en grec c'est peripsukes, de anima en latin, serait mieux intitulé, pour un moderne, traité du vivant. Parce que les modernes sont souvent surpris quand on ouvre le traité de l'âme d'Aristote, de quoi parle Aristote? Eh bien, il parle de sensations la plupart du temps. La sensation en général, les 5 sens en particulier. Bon, il y a quelques chapitres absolument abominables sur la pensée elle-même, mais autrement, il parle de la faculté motrice, autrement dit, comment on marche, comment on se déplace. Donc, ça n'a rien à voir avec ce qu'un moderne, on va dire cartésien ou chrétien, considère comme l'âme. Je vous rappelle que pour Descartes, l'âme, c'est d'abord la pensée, la Ou platonicien. Ou platonicien. Enfin, quoique c'est un peu plus compliqué, mais... Ou platonicien, oui... Et Platon considère que les animaux aussi et les plantes aussi ont une âme. Oui, mais il considère que l'âme est indépendante d'un corps. C'est-à-dire qu'avec le mythe de la métempsychose, de la transmigration des âmes, effectivement, n'importe quel corps peut recevoir n'importe quelle âme. Oui. Alors que là, il y a véritablement une fusion entre les deux. Oui. Aristote critique cette doctrine. Il la ridiculise même. Donc, comment il procède pour ridiculiser Platon Il y a 2 choses où Aristote est toujours très dur avec Platon. Il adore Platon, c'est son maître. Il se pensait même comme le meilleur des platoniciens de son temps. Tout moi, monsieur Aristote que je suis. Mais il y a 2 points sur lesquels il ridiculise en général Platon. C'est la doctrine de la métempsychose, où il souligne que n'importe quoi n'entre pas dans n'importe quoi. Autrement dit, une âme d'être humain n'entre pas dans une plante. Une âme d'animal n'entre pas dans un être humain. Donc il n'y a pas de réincarnation, toutes ces histoires de cycles, pour Aristote, c'est du blablabla. Et il est même parfois très insultant. Les traducteurs parlent utilisent parfois le terme gazouillis d'oiseau. Aristote est un peu plus dur, on pourrait dire pipi de chat. Et ça vaut notamment pour la théorie des formes platoniciennes, qu'Aristote démolit tout le temps. Il trouve que c'est ridicule, que ça n'a pas de sens, que ça n'apprend rien, que c'est inutile. Alors, il les détruit justement en proposant une autre conception de la forme, et on l'entend dans ce texte. Il dit l'âme est substance comme forme d'un corps naturel qui a potentiellement la vie. Alors, qu'est-ce qu'il entend par forme ici? On est loin aussi de la forme géométrique et abstraite. Oui, c'est absolument pas ça. La forme ici, je répète ce que je vous disais un peu tout à l'heure, c'est quelque chose comme la fonction vitale. Donc, par définition, l'âme, on va dire, informe le corps, c'est une expression standard. C'est pas très très juste, mais c'est commode. En ce sens que, Aristote le dit un peu plus tard dans ce même chapitre, l'âme est quelque chose du corps. Quand on a dit l'âme est quelque chose du corps, ça ne veut pas dire qu'on est matérialiste pour autant. Ça ne veut pas dire qu'on ne distingue pas l'âme d'un côté et le corps. Le corps est quand même d'abord, et là dans le texte qu'on vient de voir, c'était clair, le corps c'est quand même la matière avant toute chose. De ce point de vue, l'âme n'est pas matière. Cela étant, ce n'est pas une réalité immatérielle qui pourrait être séparée du corps. C'est cela qu'on appelle l'eulémorphisme.
Il y a une sorte d'union de la forme et de la matière. En tout devenir naturel, nous observons plusieurs causes. Par exemple, la cause en vue de laquelle est la cause à partir de laquelle se fait le changement. Il semble que la première cause soit ce que nous appelons « en vue de quoi ». En effet, elle est raison, et la raison est principe, aussi bien dans les produits de l'art que dans ceux de la nature. Le médecin commence par déterminer, soit par raisonnement, soit par observation, ce qu'est la santé. L'architecte, ce qu'est la maison. Ils rendent compte par là des raisons et des causes de leur démarche et du pourquoi de leur action. Or, il y a davantage de finalité et de beauté dans les œuvres de la nature que dans les fabrications humaines. Le vivant est un objet qui a un projet. Pour désigner cette notion, on emploie, je ne sais pas moi qui l'ai inventé, le mot de téléonomie. Pourquoi ce mot? Parce que toute la philosophie naturelle d'Aristote était fondée sur la conception générale des causes finales. Le monde, l'univers s'expliquait par une certaine intention à satisfaire. Les orbites des corps célestes avaient une certaine forme parce que c'est la forme idéale, etc. On emploie souvent, c'est un mot ancien en philosophie, une conception téléologique de l'univers. C'est une conception qui délibérément fait appel aux causes finales pour expliquer les structures de l'univers. Dans le cas des êtres vivants, nous avons affaire à des systèmes qui ont toutes les apparences d'avoir un projet et de chercher à l'accomplir, mais cependant, acceptant le postulat d'objectivité, nous ne pouvons pas accepter le projet comme interprétation de l'objet, mais d'autre part, l'objectivité nous oblige à reconnaître qu'il y a un projet. Il y a une contradiction apparente, profonde, et à mon avis, cette contradiction est le sujet fondamental de la biologie. C'est de ça qu'on s'occupe quand on est biologiste, d'arriver à comprendre en quoi consiste cette contradiction, à montrer qu'elle est, si c'est possible, que c'est une contradiction apparente, en ce sens que nous pouvons tirer le projet, le système qui a un projet d'un univers qui n'en a pas, ou au contraire arriver à la conclusion que la contradiction est insoluble. Jean-Louis Labarrière, on vient d'entendre une archive de Jacques Monod, le biologiste et biochimiste prix Nobel, mais aussi connu donc pour son livre Le hasard et la nécessité. C'était une archive de 1970, l'année quand est paru le hasard et la nécessité. Et dans cet extrait, il dégage une contradiction à laquelle a affaire le biologiste, à savoir d'un côté un discours qui a disparu une téléologie ou un discours qui dégage un ordre du monde, et de l'autre, le fait qu'on constate qu'il y a des finalités dans la nature, qu'il y a une finalité des êtres vivants, et c'est ce qu'Aristote dit dans le texte que j'ai lu, qui est un texte extrait des Parties des animaux, où effectivement il parle de finalité de la nature. Alors est-ce que cette finalité de la nature est réalisée par l'âme? Ah, vaste question. Cela étant, juste un mot avant, je me souviens très bien d'avoir lu en 1970, quand c'est paru, le livre de Jacques Monod. J'étais à l'époque en première. Ça fait un bail. Et donc voilà, maintenant, des années après, oui. Qu'en gardez-vous? Et par rapport à Aristote... Le titre, c'est normal ce que dit Jacques Monod. Le titre de son livre s'appelle Le hasard et la nécessité. Autrement dit, et là je vais répondre plus directement à votre question, le titre même montre qu'il n'y a pas de finalité. Normalement. C'est pour ça qu'il parle de contradiction. Si les choses existent par un mélange de hasard et de nécessité, c'est qu'il n'y a pas de grand plan derrière tout ça. Et cette notion de grand plan est malheureusement aujourd'hui reprise chez les conservateurs américains avec la théorie du grand dessein. Ou alors c'est Dieu qui a tout créé. Et donc de cela, Monod ne voulait absolument pas. Mais Aristote non plus. Justement, pour répondre à votre question. Tout d'abord, il faut se mettre dans la perspective aristotélicienne, qui est très étrange pour nous autres modernes. Le monde est éternel, Dieu est éternel, mais n'a pas créé le monde. Il n'y a pas de pensée créationniste chez Aristote. En règle générale, on pourrait même dire qu'il n'y en a pas chez les Grecs.
sauf qu'aujourd'hui on essaye de la retrouver. On pourrait trouver quelque chose du côté du Timée de Platon avec le démiurge. Mais le démiurge dans le Timée de Platon ne crée pas le monde ex nihilo. Ça n'a rien à voir du Dieu de la Bible. Et donc ce Dieu de la Bible n'existe pas chez les anciens, n'existe pas, et existe encore moins chez Aristote. Donc on ne peut pas dire que chez Aristote, il y a un projet général de création du monde. Ce que fait l'âme, en revanche, c'est qu'elle réalise, à chaque fois, à chaque degré, on pourrait dire, un degré de vitalité. Il y a le degré minimal, qui est croître, dépérir, se nourrir, se reproduire. C'est ce qui caractérise les végétaux. C'est pour ça qu'Aristote appelle ça âme végétative ou nutritive. C'est le degré minimal du vivant. Tous les vivants possèdent cela, au minimum. Puis il y a un degré supplémentaire, qu'Aristote appelle âme sensitive. Comme son nom l'indique, ça renvoie à la sensation, et cela définit les animaux en général, dont les êtres humains. Une toute petite parenthèse, il y a une expression très intéressante qu'Aristote emploie tout le temps, quand il veut désigner ce que nous autres appelons les animaux ou les bêtes. Aristote dit toujours les autres animaux, sous-entendu les autres animaux que l'homme. Autrement dit, l'homme est un animal parmi d'autres, pour Aristote. Il y a un troisième niveau qui est le caractéristique, on y reviendra plus tard, c'est ce qu'on appelle la vie intellectuelle, qui ne se produit que chez un homme. Autrement dit, l'homme possède les deux premiers niveaux nécessairement. Mais le premier niveau ne peut pas posséder, c'est ce qu'Aristote appelle dans le 3e chapitre du second livre du De Anima, c'est la règle de l'antérieur et du postérieur. Le postérieur possède les niveaux antérieurs, mais l'antérieur ne possède pas nécessairement les niveaux postérieurs. Et ça, c'est la vraie définition de l'âme, dit Aristote. Donc il y a une définition de l'âme en fonction de plusieurs fonctions qu'elle accomplit. Est-ce que c'est ça, finalement, sa finalité, accomplir des fonctions, parvenir à une forme achevée dans un corps, dans une matière ? Oui, c'est cela. C'est pour ça qu'Aristote emploie une expression grecque qui est entelekeia, qu'on traduit en général, ou qu'on ne traduit pas, par entéléchie, et Bodéus a fait l'effort de ne pas suivre cela dans sa traduction, et il parle de réalisation. Il a été très critiqué, mais moi je le défends. Réalisation qui est à distinguer de réalisation première qu'on a entendue dans le premier texte. Oui, exactement. Cette notion, c'est là où je reviens à Monod, à ce qu'il disait de la finalité ou de la téléologie. Dans entelekeia, en grec, il faut entendre le mot télos, la fin, l'achèvement. Et il faut toujours penser que pour les Grecs, en général, la notion positive, c'est le fini, l'achevé. La notion négative, c'est l'infini. C'est pas positif pour les Grecs. D'ailleurs, ça se dit apeiron, sans limite. Donc, pour faire simple, l'adulte est l'être achevé, l'enfant est un être immature, inachevé. Et donc il n'y a pas de règne de l'enfant, il n'y a pas de monde de l'enfance rêvé. Aristote dit même, nul ne souhaiterait vivre toute sa vie une vie d'enfant. On ne peut pas être plus clair sur ce point-là. Donc pour l'âme, c'est surtout évident, je vous le dis là, dans le 3e chapitre de ce livre 2, ce sont bien des fonctions différentes qu'elle assume dans des corps différents. Et c'est pour ça que la fameuse formule qui a été lue tout à l'heure, l'âme est la réalisation première d'un corps naturel qui a potentiellement la vie, ce qu'on appelle la définition générale de l'âme, Aristote la donne un peu du bout des lèvres dans ce texte. Parce qu'il dit, s'il faut donner une définition générale de l'âme, alors on peut dire cela. Mais 2 chapitres plus tard, il va dire geloion, ridicule. Il est ridicule de donner une définition générale de l'âme, car ça ne conviendra à aucun être vivant en particulier. Or, ce qui m'importe, moi, Aristote, ce sont les êtres vivants en particulier. Les plantes. Il avait écrit un traité des plantes, mais il est perdu. On a ceux de son disciple Théophraste. Les animaux et les êtres humains. Et on a énormément de travaux de zoologie d'Aristote, parce qu'il a passé énormément de temps à faire de la zoologie. Mais alors pourquoi il écrit sur l'âme ?
Si finalement ce qui l'intéresse c'est les êtres vivants en particulier et que de l'âme on ne pourra donner qu'une définition du bout des lèvres, c'est-à-dire beaucoup trop générale. Mais il est un peu, si j'ose dire, coincé lui-même aux entournures, pour parler un peu comme Monod. Il faut bien, dans une certaine mesure, arriver à cerner ce qu'on veut dire par âme. Voilà. Et c'est en ce sens qu'il dit que l'âme est la réalisation première, je vais m'expliquer, au sens d'antéléchie première, d'un corps ayant la vie en puissance. Ce que veut dire ici Aristote, c'est par antéléchie première ou réalisation première dans la traduction de Bodéus, c'est que l'âme est comparable au sommeil et non pas comparable à la veille, à l'état de veille. L'état de veille, c'est ce qu'il appelle la réalisation seconde, ou l'antéléchie seconde. D'où sa comparaison, on l'avait dans le texte, avec la science et l'exercice de la science. Pour mieux faire comprendre les choses, on peut reprendre cette comparaison d'Aristote, qui fait très fréquemment. On va prendre l'exemple du grammairien, car c'est son exemple dans le De Anima, livre 2, chapitre 5. Le grammairien, celui qui possède la science de la grammaire, n'est pas toujours en train d'exercer la grammaire. Comme l'homme total de Marx, il peut aller à la pêche. Quand il pêche, il fait pas de la grammaire. Bien. C'est la fameuse page de Marx sur la dialectique critique. Enfin, passons. Tandis que quand il fait de la grammaire, le grammairien exerce actuellement sa science de la grammaire. Dans le premier cas, on a la réalisation première. L'individu en question a acquis la science de la grammaire, mais il n'est pas en train de l'exercer. Ça, c'est la réalisation première, ou l'antéléchie première. Dans le second cas, le grammairien exerce actuellement sa science de la grammaire, soit il fait un cours de grammaire, soit il rédige un traité de grammaire, peu m'importe. Et là, on est dans le cas de l'antéléchie seconde ou de la réalisation seconde. Donc l'âme, il ne faut pas l'oublier, ce que dit Aristote, c'est qu'elle est comparable à la réalisation première. Mais aussi seconde. Non. Pas du tout. Non, c'est ce que dit explicitement Aristote. Donc l'âme correspond en fait à un état de sommeil, oui. Quelque chose qu'on aurait, oui. Mais qu'on n'exercerait pas forcément. Non, c'est comme le grammairien qui va à la pêche. Il ne fait pas de la grammaire en ce moment. Et pourtant, c'est bien l'âme qui est l'agent du devenir, oui. du changement. Oui. Comment comprendre ça alors? Eh bien, pour une raison très simple, c'est la fameuse théorie de l'acte et de la puissance chez Aristote. Je vous en prie. Si vous avez en mémoire la comparaison avec mon grammairien, là, celui qui a appris la grammaire, qui sait la grammaire mais qui ne l'exerce pas, celui-là, c'est celui dont Aristote dit que d'un certain point de vue, il est grammairien en acte, puisqu'il a acquis la grammaire. Mais d'un autre point de vue, il est grammairien en puissance, puisqu'il ne l'exerce pas actuellement. La grammaire, son savoir. Eh bien, l'âme, c'est pareil. D'un certain point de vue, on pourrait dire, elle est ce qui met en acte le corps vivant, mais d'un autre point de vue, elle est cette puissance de mettre en acte le corps vivant. Vous voyez? Et c'est en ce sens qu'on peut la comparer plus au sommeil qu'à l'état de veille, dans cette définition générale, mais dont je rappelle qu'Aristote va dire quelques lignes plus tard qu'elle est assez ridicule. Que ce n'est qu'une esquisse, dit-il, une ébauche et une esquisse.
écoutez France Culture, les nouveaux chemins de la connaissance. Il est 10h30 et vous écoutez Coleman Hawkins, Body and Soul. C'est une demande de vous, Jean-Louis Labarrière. Donc on perçoit le rapport avec Aristote, le corps et l'âme dont nous parlons aujourd'hui avec vous. Donc dans le cadre d'une semaine sur l'âme et de vous justement, on peut lire Langage, vie politique et mouvement des animaux, études aristotéliciennes, c'est chez Vrin. Et la condition animale, études sur Aristote et les stoïciens, c'est chez Peters. Disons, en guise de point de départ à l'examen, que l'animé se distingue de l'inanimé par le fait qu'il est en vie. Mais comme le fait de vivre s'entend de plusieurs façons, nous prétendons qu'il y a vie là où se trouve ne serait-ce qu'une seule quelconque des manifestations telles que l'intelligence, la sensation, le mouvement local et le repos, ou encore le mouvement nutritif, dépérissement et croissance. Est-ce que, cependant, chacun de ces principes constitue une âme ou bien une parcelle d'âme? Et dans ce dernier cas, est-ce que cela implique une séparation uniquement de raison ou bien aussi de lieu? Pour certains d'entre eux, ce n'est pas difficile à voir, mais il y a quelques cas embarrassants. De même, en effet, que chez les plantes, certaines parties segmentées ont manifestement la vie, même lorsqu'on les sépare l'une de l'autre, comme si l'âme qui se trouve en elles était réellement unique en chaque plante et potentiellement multiple. De la même façon, nous voyons que c'est aussi ce qui se produit avec d'autres traits distinctifs de l'âme dans le cas des insectes, lorsqu'on les sectionne. Chacun des segments est en effet doué de sensations ainsi que de mouvements locaux. Or, sensation implique représentation et appétit, car là où il y a sensation, il y a également douleur et plaisir, et dans ce cas nécessairement aussi désir. Le cas de l'intelligence et de la faculté spéculative, cependant, n'est pas encore clair, mais il y a apparence que ce soit un genre d'âme différent, et il se peut que lui seul soit séparé, comme l'éternel du périssable. Avec le reste des parcelles de l'âme, toutefois, il est clair, d'après ce qui précède, qu'on n'a pas affaire à des choses séparables, comme certains le prétendent. Mais en raison, elles sont évidemment différentes. Jean-Louis Labarrière, vous avez évoqué le fait que Aristote ne faisait que proposer une ébauche de définition de l'âme. La raison, l'autre difficulté qui se pose à Aristote, c'est effectivement de se demander déjà si l'âme est unie par elle-même, s'il y a plusieurs âmes qui constitueraient un tout et lequel, ou s'il n'y a qu'une âme, mais plusieurs parties avec des fonctions différentes. Et là, ça pose le problème de l'union de ces parties au tout. Oui, c'est juste. Aristote manie les deux choses en même temps. C'est ça qui est difficile à comprendre. L'âme est un tout, dans un corps qui est lui-même un tout. Même celui d'une plante, peu m'importe. Et l'âme est diffuse, on peut dire, dans toutes les parties du corps. C'est son exemple là, avec les insectes qu'on coupe, ou les plantes qui continuent. Alors, il y a des limites à cela. Par exemple, à propos de la sensation et des animaux, tous les animaux doivent posséder le toucher. C'est le sens vital par excellence. Donc si on prive un animal du toucher, l'animal meurt. Par contre, on peut lui crever les yeux. Ça, on n'entraîne pas la mort. Vous voyez ? Donc, ça c'est un point. Et l'autre, c'est que Aristote récuse la division de l'âme en parties réelles. Ça, c'est contre Platon. Enfin, c'est comme ça qu'il comprend Platon, du moins. Donc, Aristote récuse cette division de l'âme en parties réelles. Il y a des fonctions exercées par l'âme, diverses fonctions, et ces fonctions peuvent être exercées par différents types de vivants,
soit des fonctions minimalistes, comme chez les plantes, soit des fonctions déjà plus performantes, comme chez les animaux, on va dire, un peu en général, mais il y a une gradation chez Aristote au sein des animaux. Il y a des animaux plus ou moins performants que d'autres. Et puis enfin, on arrive à l'homme. Et là se pose cette question, là, dans le texte qui vient d'être lu, question assez effroyable, de savoir en quel sens on peut parler de séparation de la partie intellectuelle ou de ceux qui pensent. On va y revenir tout à l'heure, je sais bien. Mais c'est la question, on pourrait dire, on dirait en termes modernes, la question qui tue. Mais bon, voilà. Ce qui est important quand même de bien saisir tout d'abord, à propos des fonctions vitales exercées par l'âme, c'est que c'est partout. Mais on peut, pour les besoins de la discussion, distinguer différents types de parties. Donc elles sont distinguables en raison, mais pas en réalité. Elles ne sont pas distinguées en réalité, les parties de l'âme. Voyez ? Il dit qu'il y a différentes manifestations de vie, et on a dit tout à l'heure que l'âme, c'était la vie. À partir de là, il y a une infinité d'âmes. Oui et non. Ça dépend de quel point de vue on se situe. Et ça, c'est toujours, c'est pas que je sois normand, mais ça dépend de quel point. C'est comme Aristote. Aristote répondrait, par exemple, souvent oui et non. Tout dépend du point de vue. D'un certain point de vue, oui. D'un certain point de vue, non. Ça, c'est des phrases typiquement aristotéliciennes. Oui, si vous considérez que chaque être vivant est un être vivant individuel, en ce sens, c'est une substance lui-même. Chaque animal, chaque vivant, chaque plante est une substance en elle-même. Donc, l'âme que possède ce chien-ci ou ce chat-là est l'âme de ce chien-ci ou l'âme de ce chien-là. De ce point de vue-là, on peut le dire. Tout en conservant bien en mémoire que ça, c'est mortel. Ça, l'âme meurt pour Aristote. Hein ? Avec le corps, l'âme meurt. L'âme est mortelle pour Aristote. Même celle de l'homme. Donc ça, c'est pas facile toujours à comprendre, à admettre, mais l'âme, c'est mortel pour Aristote. On est très loin de quelques doctrines possibles, aussi bien de métempsychose que de résurrection. Je rappelle que la résurrection de l'âme est pensable pour les Grecs, mais la résurrection des corps, ça les rend fous. Donc, passons. Donc, je vous disais donc d'un autre point de vue, non. Bon, d'accord, il y a ces êtres-ci. Celui-là, ou vous, moi, Médor. C'est trois êtres différents, trois substances différentes. Mais ces êtres-là, d'un autre point de vue, il n'y a que trois types d'âmes. Celle que vous aviez décrite, oui, l'âme nutritive, l'âme sensitive et l'âme pensante. À vrai dire, il faut y rajouter l'âme locomotrice, celle qui met qui permet le déplacement local d'un point à un autre. Et c'est à partir de là qu'Aristote, c'est ça qui n'est pas inintéressant, pense également l'action humaine sur ce modèle-là. Et j'ai une question par rapport justement à la multiplicité des âmes. Si l'âme est un principe d'individuation, est-ce qu'il est un principe aussi de singularité ? Est-ce qu'on peut, vous avez dit que vous et moi, nous étions deux substances différentes, n'importe quelle âme ne va pas à n'importe quel corps, mais qu'est-ce qui permet de définir cette singularité à partir de l'âme ? Si vous voulez, vous et moi avons une âme humaine, au niveau général. Bon, tous les chats ont une âme sensitive de chat. Bon, un chat, c'est pas un chien. Aristote, c'est pas compliqué à dire, mais Aristote le dit aussi bien. Donc il étudie les animaux en détail, chaque type d'animal. Et là, c'est la notion d'espèce. Vous voyez ? On pourrait dire qu'au sein du genre animal, il y a l'espèce lion, l'espèce tigre, l'espèce tout ce que vous voudrez. Donc là, c'est pas exactement le même animal, mais il a le tigre en général ou le lion en général ont l'âme sensitive au sens général du terme. Mais ce qui spécifie pour Aristote, c'est, je viens de le dire, donc je vais devoir le répéter, mais c'est ce qu'on appelle la différence spécifique. Donc on a le général plus la différence spécifique qui fait qu'un lion c'est pas un tigre et qui fait que vous c'est pas moi et moi c'est pas vous. Oui, mais on est humain.
Oui, on est humain, on est tous humains. Ça c'est certain, même les esclaves pour Aristote, donc ça ne fait pas l'ombre d'un doute, même s'ils sont un peu inférieurs. C'est pour ça qu'ils sont esclaves, va dire Aristote. Mais derrière votre question, il y a celle de l'individuation. Bon, alors vous avez entendu ce qu'il en est hier ou avant-hier, je ne sais plus, à propos d'Averroès. C'était hier. C'était hier. Et là, ça va faire grand scandale après dans les milieux chrétiens, puisque les thèses d'Averroès vont être condamnées, précisément parce que les thèses d'Averroès nient l'immortalité de l'âme individuelle. Et votre question revient un peu à poser la question de l'individualité de l'âme chez les êtres vivants, chez Aristote. Or, ben là, c'est assez difficile à trancher. Ce qu'on peut dire, c'est assez difficile à trancher, surtout quand on pense à ce qu'on appelle l'âme intellectuelle, ou bien l'intelligence, ou l'intellect. Alors, comment vous sentez-vous? Très bien, j'ai la dextérité d'un enfant de 2 ans. Ce sont 250 millions bien dépensés. Le sens de l'humour. Excellent. C'est important car ça protège de tomber dans le désespoir. C'est pour cette raison qu'on me donne des ustensiles en plastique. Eh bien, disons que les idées suicidaires ne sont pas si surprenantes. Lorsqu'on habite un corps que l'esprit rejette, en tant qu'étranger, il se peut que ce soit dur à supporter. Et ça, qu'est-ce que c'est? C'est du Prozac? Non, pas exactement, non. En ce qui concerne les ennuis dont vous m'avez parlé, c'est votre esprit qui s'ajuste à sa nouvelle structure neuronale. Et il est très possible qu'à l'occasion, durant la première année, vous ayez de légères hallucinations. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Dites-vous que c'est comme un médicament anti-rejet que l'on doit prendre après une transplantation. Et quand il est rejet, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, migraine, et nausées, désorientation, et ensuite... Eh bien, la mort? Ah. Et autre chose? Non, ce n'est qu'une hypothèse, c'est tout. Prenez un comprimé par jour. Ouais, d'accord. On est embarrassé avec les affections de l'âme. Est-ce que toutes appartiennent également en commun à l'être animé, ou bien en est-il encore quelqu'une qui soit propre à l'âme elle-même? Il est en effet nécessaire, mais difficile, d'en avoir une idée. Bien qu'il apparaisse que dans la grande majorité des cas, l'âme ne subit ni ne fait rien sans le corps. Mais c'est surtout l'opération de l'intellection qui ressemble à un phénomène propre. Néanmoins, si cette dernière constitue une sorte de représentation ou ne va pas sans représentation, il ne saurait être question d'admettre qu'elle se passe du corps. Alors Jean-Louis Labarrière, on a entendu tout d'abord un extrait du film Renaissance, dans lequel un riche homme d'affaires new-yorkais atteint d'une maladie incurable se voit proposer une opération révolutionnaire, à savoir transférer son esprit dans un corps de substitution, avec le risque effectivement que la fusion ne prenne pas, ce qui aurait complètement choqué Aristote, puisque pour lui on ne met pas un esprit ou du moins une âme. Il y a une différence sûrement dans n'importe quel corps. Et justement, c'est bien cette question de l'esprit qui pose problème à Aristote dans le texte que j'ai lu. C'est un extrait du chapitre 1 du livre 1 de l'âme, dans lequel Aristote se demande si la faculté intellective est un phénomène propre ou ne peut pas se passer de l'âme, du corps, pardon. Via la représentation. Via la représentation. Comme c'est la petite traduit nuance. Bodéus. Le grec, c'est fantasia, c'est ce qu'on traduit d'habitude par imagination. Enfin, c'est la traduction moderne en représentation. Oui, c'est le problème principal pour Aristote, c'est de savoir, et là ça ne vaut que pour l'être humain, hein, c'est de savoir ce qui peut être séparé réellement du corps, ou ce qui n'est pensable que de façon séparée, mais par la pensée. Pour mieux expliquer les choses, on peut utiliser un petit peu cette métaphore contemporaine, que tout le monde connaît, puisqu'on a tous des ordinateurs à peu près, celle du software et du hardware. L'idée, c'est que le software, les logiciels, ou cette interface qu'on appelle Mac OS ou Windows ou Linux, tout ce que vous voudrez, est indépendante du hardware. La meilleure preuve, c'est que vous pouvez faire tourner tel logiciel sur n'importe quel ordinateur. Même maintenant, les Mac peuvent faire tourner Windows.
Donc, le hardware, lui, ça renvoie au matériel pur, voilà, y compris la fameuse puce. Bon. Donc, de ce point, on sait très bien que le logiciel ne peut pas fonctionner sans hardware. Il n'existe pas dans le ciel, il n'y a pas un ciel des softwares. Il n'y a pas un ciel des âmes. Voilà. Donc, il n'y a pas un ciel des âmes, pas plus qu'il y a un ciel des idées, d'ailleurs. Donc, on a besoin de ce corps. Hein, c'est ce qu'on appelle c'est pour ça body and soul. C'est ce qu'on appelle le body and soul problem, ou même le mind-body problem. Et j'en viens à votre question sur l'esprit. Bien entendu, mind. Alors, le problème avec en plus le film Renaissance, que je n'ai pas vu, mais dont je connaissais l'argument, ça renvoie aussi à ce qu'on appelle parfois, dans la pensée un peu américaine, une expérience de pensée. Et moi, je la trouve assez cruciale. Je ne sais pas comment est le film, mais je la trouve assez cruciale. C'est l'idée, entre guillemets, soit d'une greffe de cerveau, soit de l'implantation de mon esprit à moi dans le corps de quelqu'un d'autre. Bon, question. Quand on se réveille après l'opération, est-ce qu'on est toujours soi? Est-ce qu'on pense comme on pensait avant? Ou est-ce qu'on est devenu l'autre? Complètement. Ce qui montrerait à ce moment-là que nous sommes entièrement dépendants de nos neurones. Voilà, c'est l'homme neuronal de Changeux. Dans une certaine mesure, après ces comparaisons, on peut mieux saisir ce que veut dire Aristote. Il est évident qu'Aristote est à la recherche d'une partie réellement séparable dans l'âme humaine, et que c'est ce que l'on désigne aujourd'hui par, disons, l'esprit. Il faut toujours savoir que pour Aristote, le cerveau n'a aucun intérêt. C'est un organe inintéressant, c'est un organe de refroidissement. Donc il n'y a pas de mind-brain problème chez Aristote, puisque le cerveau n'est pas un organe. Ce qui est intéressant en revanche, c'est ça. En un mot commençant, Aristote soutient qu'alors que les sens ont besoin d'organes sensoriels pour s'exercer, l'oreille, l'œil, la pensée n'a pas d'organes. Il n'y a pas d'organe de la pensée pour Aristote. Bon. Donc, de ce point de vue, la pensée est séparée de la matière. Software, hardware. Reste à savoir quand et comment. Est-ce que, pour penser, si, comme il le dit Aristote, jamais l'âme ne pense sans représentation, ça fait partie de ces phrases célèbres, jamais l'âme ne pense sans représentation, comme la représentation dépend de la sensation, alors ça dépend du corps. Donc, le raisonnement poussé jusqu'au bout signifierait que jamais l'âme ne peut penser sans le corps, et donc dépendante du corps. Et c'est aussi ce que dit Aristote. Mais de tout dépend de quelle pensée on parle. Tout dépend, et là c'est le passage absolument abominable dans le traité de l'âme, ça fait 20 lignes, où Aristote distingue ce qu'on appellera plus tard l'intellect agent de l'intellect patient, ou l'intelligence agente de l'intelligence patiente. Ces deux traductions sont dues à un doublon en latin entre intellectus et intelligentsia. Donc on peut traduire intellect ou intelligence, ça revient à peu près au même. Le grec d'Aristote dit plutôt intellect ou intelligence productive ou productif, et intellect ou intelligence passive ou passif. Ce qui importe à Aristote, c'est d'arriver à montrer que c'est l'intellect agent qui lui seul est éternel et existe séparé, à l'état séparé. L'intellect passif meurt avec le corps. L'intellect passif, c'est celui qui est capable, dit Aristote, de devenir toute chose, de devenir toutes les pensées, sous l'influence de cet intellect agent. D'où grave question, où il n'y a pas de réponse. Cet intellect agent qui est immortel et qui existe à l'état séparé du corps, après la mort, est-ce qu'il existe déjà à l'état séparé durant notre vivant ou seulement après la mort? Et ensuite, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est quelque chose d'individuel, ce que voudra saint Thomas d'Aquin, ou est-ce que c'est quelque chose de collectif, ce qui est la thèse d'Averroès? Voyez? En fait, la question pour Aristote, c'est qu'est-ce qui meurt, en fait, du corps? Qu'est-ce qui reste Tout.
Il reste, tout meurt finalement, Tout mais meurt. quand même l'intellect... C'est la seule chose. La phrase d'Aristote, c'est « Et celui-là est dans son état le meilleur quand il est à l'état séparé ». Alors reste à savoir si cet état séparé existe aussi de notre vivant. Cette partie de l'intellect, Aristote l'appelle parfois parcelle de l'intellect divin en nous. Ça, c'est la fin de l'éthique à Nicomaque. Est-ce que cela existe aussi à l'état séparé de notre vivant? Et qu'est-ce que c'est exactement? Parce qu'il ne faut pas oublier d'un autre côté que le Dieu d'Aristote est un intellect pur, c'est l'acte pur, c'est la pensée de la pensée. Et nous, on approche de cela par moments. I woke up with the rising sun. I was blinded by the light. Jump up and pull on my jeans. It feels good, they're a little tight. Step out in a crazy world, but then the sun resets your mind. Feel the weight of it all, just drift off on a cloud to another time. Merci beaucoup à vous, Jean-Louis Labarrière, d'être venu nous parler de l'âme chez Aristote. C'est moi qui vous remercie. Donc on trouve vos livres Langage, vie politique et mouvement des animaux, études aristotéliciennes, on le trouve chez Vrin. La condition animale, études sur Aristote et les stoïciens chez Peters. Et puis, chers auditeurs, lisez aussi le traité de l'âme d'Aristote. Du coup, vous pouvez le trouver en Garnier-Flammarion dans une traduction et présentation de Richard Baudet, c'est ce dont on s'est servi et dont on a parlé. Et puis aussi en Garnier-Flammarion, les parties des animaux d'Aristote. Et puis, j'en profite pour annoncer un colloque auquel vous participez, Jean-Louis Labarrière, aristotélisme et anti-aristotélisme du Moyen-Âge arabe à l'époque moderne. Ce sera les 12 et 14 mai à la Sorbonne. Et c'est la fin des Nouveaux Chemins pour aujourd'hui, mais nous sommes ravis de vous retrouver demain pour la suite et fin de notre parcours de l'âme sur l'âme. Et demain, ce sera l'âme romantique, en tout cas l'âme mélancolique de Goethe, des souffrances du jeune Werther à Faust qui vend son âme au diable. Et ce sera avec le spécialiste Jacques Le Rieder. Et si d'ici demain, vous souhaitez réécouter cette émission, eh bien rendez-vous sur le site de France Culture à la page des Nouveaux Chemins. Vous pourrez non seulement l'écouter en ligne, mais aussi la télécharger, la podcaster et y trouver toutes les références bibliographiques et musicales du jour. Et puis rendez-vous également sur les pages Facebook et Twitter des Nouveaux Chemins où toute l'équipe met en ligne l'émission du jour. Et puis, je vous en ai déjà parlé, mais je le rappelle, le bac de philo approche et nous recherchons 4 professeurs de terminale prêts à jouer le jeu. C'est-à-dire à venir participer à l'émission, à proposer un sujet susceptible de tomber le jour J et à le travailler devant leurs élèves et surtout devant le micro. Les enregistrements auront lieu le vendredi 20 mai à la Maison de la Radio dans le 16e arrondissement à Paris. Et pour y participer, eh bien, envoyez vos messages sur les comptes Facebook et Twitter des Nouveaux Chemins ou encore sur le site de France Culture à la page de l'émission.